King Daddy, Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui voulaient d'Elbo. Street Diamond qui a voulu d'Elbo. D'Elbo. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me. Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Mac Parot pour vous servir. Nous sommes le premier jour de ce mois de février 2020 et comme d'habitude, je suis accompagné de ma team Street Diamond. Elle est à ma gauche. Il lui manque encore, il lui manque, ça y est, ton bronzage commence à partir là. Il est parti là. Enfin, on peut parler. Au bout d'un mois, tu vois, c'est bon, C'est bon, voilà. ça va. Ça va, ouais, je le vis bien. On est enfin en février. Kelly dans le building. Salut tout le monde. Ça va, Kelly? Ça va. Je suis contente d'avoir quitté le mois de janvier. C'est vrai? Ça me semblait long. Qu'est-ce qui est Je sais long pas. à ce point-là? Ouais, je sais pas. Trop d'événements. Ouais, je sais pas. Ah, je te jure, ce mois de février, hein, quand même, il y a eu tellement de choses qui sont passées. Ah, ils sont dans la technique, hein. Il y a Atta et il y a Teddy qui sont dans le building. Teddy qui a fait les photos du dernier live, n'est-ce pas, de la dernière émission. Comment vous allez, messieurs? Bah écoute, on est là, comme... Ah, vous avez coupé votre micro, c'est on vous entend plus. Coupé, on n'a rien coupé. Voilà. Chef, on n'a rien coupé. C'est le truc qui est parti tout seul. Viens devant le mic. Ouais, bah écoute, hein, comme disait Kelly, justement, heureusement, on est au mois de février. Merci. Ouais, parce qu'après, là, je compte encore 2 mois et encore les vacances. C'est bon, Non, c'est bon. Par contre, on disait pas la même chose. On parlait pas de vacances. Comment ça, on parlait pas de vacances? Ouais, c'est ce que je calcule tout au long de l'année, hein, les vacances. Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est clair. Bah écoute, moi là, j'ai une petite semaine, donc je vais me régaler comme ça. On va le prendre comme ça. Je te rappelle que t'es bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Il y a tellement de choses qui nous ont touchés ces temps-ci. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler. Bien sûr, il y a la mort de Kobe Bryant, joueur des Lakers de Los Angeles, qui est décédé dans un accident tragique avec 8 autres personnes, dont sa fille Gigi. Donc voilà, hein, condoléances. Hein, aujourd'hui, je porte des Kobe en l'honneur de ce grand homme. Donc voilà, une petite édition spéciale avec tous les numéros marquants, ses 81 points, son numéro 24, son numéro 8. Et voilà, plein de trucs qu'il a accomplis dans sa carrière. Il y a pas mal de choses à dire pendant ça, mais l'émission ne portera pas sur Kobe, donc rassurez-vous, pour les personnes qui veulent pas entendre parler de Kobe, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont passées, bien sûr, mais nous là, il y a des invités vraiment. Là, on vous a concocté une émission super sympa, et en deuxième partie, il y aura Maleika qui sera avec nous, donc on va parler de son dernier single qui est sorti récemment, un clip après tant d'années de carrière, c'est son premier clip, c'est juste un truc de ouf, on va en parler tout à l'heure. Et en attendant, que dis-je en attendant, on va se régaler avec Kevin Chaco qui est dans le building. Comment ça va, Kevin? Bien, et toi? Eh ben écoute, ça fait super plaisir de te recevoir. Déjà, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, tellement longtemps que je dis, faut que tu passes. Et il y a beaucoup de talent dans ta famille. Donc, depuis le temps que je dis, ouais, faut que vous passiez, il faut qu'on il faut qu'on se fasse, ben voilà. L'occasion était présente, pour qu'on puisse se voir, qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse échanger par rapport à l'une de vos créations. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, en général, sur Street Diamond, avant que je commence de poser des questions, il y a une personne qui cuisine, voilà, c'est elle qui a écrit sur les réseaux sociaux ta bio déjà, en courte. Oui, je vois qu'elle me regarde, j'ai un peu peur. T'as peur ou pas? Oui, j'ai un peu peur. She cooking. Donc c'est la charge de Kelly, notre community manager, qui va tout de suite présenter notre invité, Kevin Chaco. Kevin Chaco s'est lancé le défi de conter les récits d'une vie ordinaire qui font place à un destin extraordinaire. Il a donc fait naître un court podcast en date du 30 janvier 2020, car toutes les histoires ont un commencement. Par souci de transmission, dans un monde très 3.0, il nous livre des témoignages de sa vie, de son entourage, ou plus simplement de toutes celles et ceux qu'il a croisés et avec qui il a vécu des choses hors du commun jusqu'à aujourd'hui. Les short stories de sa vie deviennent les chroniques du gouffre, où des moments tantôt drôles, tantôt absurdes, tantôt dramatiques sont partagés tous les jeudis sur la plateforme Acast.
Sarcellois est fier de l'être. Sa narration est caractérisée par une voix gravissime qui mélange l'argot parisien, le langage de rue et la poésie. Le premier épisode intitulé Les Darons en est un parfait exemple. D'ailleurs, mon Little Finger me dit que ce Pierre Bellemare sous rhum, cigare, tiramisu nous réserve bien des histoires qui peuvent encore en cacher d'autres. Bienvenue sur Street Day. Merci et bonsoir à tous. Et le résumé est magnifique. Bravo Kelly, c'est propre, on aime ça. Donc Kelly a déjà nettoyé un petit peu la piste, on a parlé de pas mal de choses. Ouais, franchement. Un gros taf comme d'habitude. Donc elle nous l'a dit, hein, t'es là pour nous parler de ton nouveau podcast, donc les Chroniques du Gouffre. Déjà, avant de commencer cette interview, il faut bien que les gens comprennent ce qu'est un podcast. Je pense que c'est aussi important. Alors un podcast, ça vient en fait, ça vient d'iTunes, d'Apple, hein, qui a lancé cette appellation. Mais bon, on va pas expliquer toute l'étymologie du nom parce qu'en fait, c'est pas que ça a pas de sens, c'est qu'on va pas le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, vous avez une émission, vous avez quelle que soit la durée de la chose qui vous est présentée en podcast, en tout cas, vous pouvez l'entendre sur une plateforme principale et en fait, ça va tout simplement sur plusieurs plateformes. Ça veut dire que moi, par exemple, le podcast de Kevin, les Chroniques du Gouffre, j'ai une application pour les podcasts. J'ai tapé les Chroniques du Gouffre et c'était dessus. J'étais pas obligé d'aller sur Acast. Donc sachez-le que par rapport à votre appareil, vous tapez podcast, vous allez sur podcast et vous tapez tout simplement les Chroniques du Gouffre et directement ce sera disponible. Vous faites la même chose pour Street Diamond. Voilà, c'est même pareil. sur Google, directement aussi, on peut trouver des podcasts sans passer par une plateforme particulière. Exactement. Tu tapes Street Diamond Podcast, direct, on a tout. C'est magique. Aïe, Street Diamond, ils font bien le taf. Oh là là. On dirait que c'est du hasard, mais non, c'est pas du hasard. Donc, on a pas mal de choses à se dire, Kevin. Il y a tellement de choses que je sais même pas par quoi commencer, mon gars. Je suis un petit peu lost in translation. Mais avant de parler de ce podcast, peut-être que ce serait pas mal de parler des débuts, parce que ceux qui te connaissent maintenant ou qui vont entendre parler de ce podcast, peut-être qu'il faut qu'ils sachent d'où tu viens. Et c'est ce que tu racontes d'ailleurs dans ce podcast, dans ce premier épisode. Le premier épisode, ouais. Donc moi, je pense que ce serait pas mal de commencer par là. Mais même j'ai même une idée, j'avais déjà l'idée, hein. Je m'étais déjà dit que j'allais le faire, mais pourquoi pas aussi pour que les personnes puissent comprendre de quoi on parle et être d'actu avec nous, pourquoi pas jouer tout simplement un petit extrait, un petit teaser du podcast, le teaser remix. Donc on s'écoute ça tout de suite. Vous êtes bien sur Street Diamond. Hey, tu m'entends ? 1, 2, 1, 2. Ouais, je crois que tu m'entends. Tu sais, aujourd'hui, tout se résume à un clic. Sauf que moi, ça me dépasse. Et j'ai pris 17 ans pour comprendre que je suis un griot moderne. Alors, je te resitue le truc. Ma vie commence à Sarcelles et tout part de là. Comme je te l'ai dit, la transmission orale, c'est le patrimoine que tu laisses à tes gosses, à ton voisin, en fait, à qui veut bien l'entendre. Du coup, je te propose les Chroniques du Gouffre. Hey, flippe pas, c'est juste un podcast. Et en plus, c'est gratuit. Tu vas sur Acast avec ton portable ou ton ordi et le 30 janvier 2020, je te balance le premier épisode de la saison 1. Et tu sais quoi ? Tous les jeudis, t'en auras un nouveau. Que tu sois dans ta gova, dans le train, dans ta salle de bain ou peut-être au chiottes, un petit clic avec ta jolie phalange et on repart ensemble. T'entends pas ou quoi? Donc voilà, là c'est dit, c'est posé, maintenant vous savez c'est quoi, c'est bien expliqué, donc voilà. Moi c'est important de te recevoir Kevin déjà parce que en fait ça fait longtemps que tu as commencé à faire pas mal de choses. Faut savoir que les gens qui te connaissent pas, faut qu'ils sachent que tu es un auteur, donc tu as déjà publié plusieurs bouquins, donc ouais. Ça c'est important de le dire. T'es une personne très créative, donc attends, tes bouquins, j'en ai 2, 4... t'en as publié 4, c'est ça hein? Je sais pas. Alors, moi je vais te dire combien t'en as publié tout de suite. Dis-moi. Le premier, c'était Besoin des mots. Donc ouais. Ton premier livre, qui est sorti en 2008, qui était une compilation de poèmes, de textes, de pensées. Ouais. Un livre que tu as écrit surtout la nuit ou tôt le matin.
vers les 5 heures, n'est-ce pas? Oui. Et un livre qui était un petit peu autour de la déprime d'un trentenaire. Ouais, c'est ça. C'était pas terrible, hein, mais ça a permis d'avancer. Ouais, et qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que je sais aussi que ton frère, d'où aussi l'importance d'avoir des frères opérationnels, Balik, t'a poussé à publier parce qu'en fait, t'avais plein de textes et qu'en fait, toi, tu comptais même pas les publier. Non. Qu'est-ce qui t'a fait? Je compte jamais rien faire, en fait, moi, mais il y a toujours quelqu'un qui me pousse à publier. Moi, j'aime bien donner au peuple, donc j'avais des bouts de texte par-ci, par-là, et donc je les ai balancés à l'époque. Ouh là là, comment ça s'appelait ce truc-là? C'était quoi? C'était pas MSN, non, c'était... Mais ça, c'est ça. Sur MSN, j'envoyais ça comme des cadeaux, et j'avais des... Oh, publie. Oh, c'est bien. Oh, mais c'est magnifique. Oh. Et j'ai eu peut-être, je sais pas, 100, 200 réponses, et je me dis, je connais même pas les gens. C'est chaud. Et le frangin dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors trop. Fais quelque chose, une compile de tout ça, mets ça bien en place et publie. Et après, j'ai un peu un esprit d'indépendance, donc j'aime pas trop les cases, ce qui fait que j'ai fait tout moi-même, en fait. Voilà. Et c'est tout le principe de tous les livres que j'écris. On en a même fabriqué un, d'ailleurs, avec le frangin. Nous-mêmes, et on l'a vendu dans la rue. Ok. Donc ouais, c'était que ça. C'est que des bouquins comme ça, des histoires que j'ai. Après, j'ai pris plus d'assurance, donc ça s'est mieux passé. Mais sinon, c'est toujours dans l'indépendance, tout le temps. Ok, donc ce premier bouquin, la couverture était réalisée par Balik, qui est ton frère, qui a aussi une marque qui s'appelle Mokitani Paris, n'est-ce pas? Exact. Donc Mokitani, je crois que ça veut dire héritier en lingala. Ouais. Héritier ou héritier, je crois. Pareil. Et donc voilà, donc un big shout out à Balik parce qu'il est très présent tout au long de ta carrière. Alors pour les gens qui connaissent pas aussi Kevin, bon souvent on va parler de ça et le commencement de l'histoire, ça va être les livres. On va revenir sur les livres, mais une autre histoire que les gens connaissent moins. Et forcément, moi, c'est un de mes grands frangins. Kevin, je le connais depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu vois, c'est l'une des rares personnes qui peut venir dans le building et m'appeler par mon prénom. Et ouais, il y en a, c'est impressionnant. Il y avait aussi Kama 69. Oh là là. C'était ton surnom? On sent les vrais trucs, l'ancien groupe de rap de Kevin. Ouais. Ce sera donc double interview alors. Il y a une interview cachée, c'est vrai. Donc Kama 69, t'étais avec aussi des autres gars de ton quartier. Ouais, toujours en fait c'est les mecs de la base avec qui j'ai grandi. Et ils ont décidé de former un groupe. Moi j'ai pas de talent particulier pour poser, j'aime bien la musique etc. Mais j'ai pas envie d'être, en fait j'ai jamais été envie d'être devant la scène, tu vois. Et donc voilà, par la force des choses, je suis devenu manager, tourneur un peu. Voilà, ça a été ça. Et puis ça a commencé en 97. Et Balik toujours là. Et ça s'est fini en 2002, 2003. On a fait plein de concerts partout. C'était une super expérience. Et j'ai appris le métier, je suis rentré dans les maisons de disques. Ouais, plein de trucs. Franchement, super intéressant. Donc voilà, ça aussi, mine de rien, c'est un premier pas comme ça dans les métiers qui nous mènent à aller vers des gens qui... Exact. Voilà, vers la population, vers le public, mais aussi vers les professionnels. C'est ça. Donc je pense que c'est important. C'est là aussi on peut voir aussi les gens qui sont en major, tout simplement, ou les personnes qui sont indépendantes et qui créent des choses de manière totalement indépendante. Donc ça aussi, c'est intéressant. À Sarcelles, il y a le Secteur A, par exemple. Secteur A, c'est pas des... Ils étaient pas indépendants par rapport à leur, enfin, ils avaient leur label, ils étaient signés avec des majors et chacun avait des deals un petit peu différents. Exact. Mais il y avait quand même ce côté Secteur A, indépendance. Ça plane depuis le début, voilà. Depuis le début ça plane. Donc la ville est spéciale quand même, Sarcelles. Faut le dire. Faut y avoir vécu, faut le dire, c'est vraiment spécial. Et comme tu disais en antenne, il y a plein de talents. C'est aussi violent moralement parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules, mais ouais, la créativité, l'aspiration, tout ce qui est négatif aussi, tu vois, s'il faut pas faire. Mais il y a un gros côté indépendant, Moda, Passy, Stoby.
Passy qui habitait dans notre quartier, parce qu'il ne faut pas le dire, on a grandi dans le même quartier. Passy qui a grandi dans notre quartier, Stomy qui était pas loin. C'est un petit peu ça le truc. Il y avait aussi le groupe Melgroove qui était mes voisines, avec M Passy. Et ça c'est ça. Donc il y avait du monde dans notre quartier, hein. Il y avait du monde et aussi des gens. Là il y a le gars là, comme il s'appelle encore, tu sais, celui qui vendait ses t-shirts, il prenait la tête à tout le monde comme ça au marché de Sarcelles. Comment c'était quoi encore sa marque là? Récemment, là maintenant il est rentré dans les, il est en mode maintenant il fait des bateaux, il fait de la joaillerie aussi. Il a high level, il vend des parfums. Les gars jouent des trucs. Le gars il était au quartier, quand il venait et tout, il te saoulait, tout le monde le regardait comme ça. Après je crois que voilà, il y a des gens qui l'ont un peu, tu vois, qui ont un peu suivi, qui l'ont un peu aidé. Et maintenant le gars il est multimillionnaire quoi, tu vois. Un peu un parcours à la Dia, mais en contrôlant un peu plus son business, parce que Dia je crois aussi s'est fait un peu carotter. Malheureusement, comme Suzy Seyfield aussi. Donc voilà, mais c'est des gens qui, malgré le fait de s'être fait arnaquer, d'avoir signé des mauvais contrats, ils ont su rebondir. Lui, ce frère-là, lui, c'est tout autre chose, lui. Hein. Lui, il a continué à monter au firmament sans pitié. C'est bien, franchement, c'est bien. Mais vraiment big up à Dia, parce que je sais qu'il continue à faire son truc. Et Suzy Seyfield, il a plus que rebondi parce qu'il a sa marque qui est en train de cartonner, qui continue. Il y a un nouveau magasin, il a laissé son ancien magasin et là il a un nouveau magasin en partenariat avec un mec à Châtelet, une nouvelle structure en tout cas. Et ça lui permet de faire des créations. Donc il a un sac à dos lumineux, il a des trucs de fou, des valises lumineuses. Il est tellement créatif, Suzy Seyfield. J'ai été une fois dans son shop, j'ai pété un plomb. C'est chaud, t'as envie de tout acheter. Enfin bref. Et en fait, c'est super, c'est un peu ça en fait l'histoire, tu vois, des quartiers, parce que en plus même à Sarcelles, je sais pas, il y avait une culture comme ça du gangster bohème, tu vois, du gangsta mais avec attitude. Ouais. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce côté-là? Franchement, t'as plein d'exemples. Hein. Après même dans le business, Passy, Stomy. Après, il y a qui d'autre qui parlait de Melgroove, même un peu plus l'ancien, il y avait même Rico en fait qui était près de. Oui, Rico. Il y a plein de noms à citer, mais c'est l'exemple à suivre, parce que quand t'as vu ce qu'ils ont fait après, tu te dis waouh, le parcours, mon Dieu. Et mais je pense qu'il y a plein de petits Passy maintenant partout, ou plein de petits Stomy, ou plein de petits Pascal Moda qui aidait beaucoup de gens qui avaient des studios. Il y a des relations bizarres, hein. Pascal avec T-Carrette, tu vois, le premier magasin hip-hop de. Il y a des trucs de fou. Mais j'en parle aussi dans les chroniques. Ah, c'est ça. Forcément, j'en parle. Une ville très créative, et justement, on a l'impression, ces villes où on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, jusqu'à, je sais pas s'ils ont mis une nouvelle bibliothèque à Sarcelles, mais jusqu'à un moment donné, il y avait même plus de bibliothèque à Sarcelles pendant des années. Elle est toujours là. Je passe devant tout le temps, mais est-ce qu'elle est encore ouverte, ou je ne sais pas. Je sais qu'ils se plaignent, les associations se plaignent de ça, parce que je crois qu'il y a plus de, je crois qu'il y a même les librairies. C'est un peu bizarre quand même. C'est une ville particulière. C'est vrai que c'est une ville endettée aussi, donc c'est pas facile à ce niveau-là. Mais je sais que les gens essaient de se lever pour créer des choses, comme un de nos membres de l'émission, Ludovic Bad, qui a créé le Battle Bad, qui ramène pas mal de gens à Sarcelles, un battle international de danse, où l'un des Twins a gagné cette année. Donc il y a des choses qui se passent dans cette ville, encore une fois, hein, d'un petit rien. Les gars créent, tu vois, les Twins qui dansent avec Beyoncé, les Sarcellois avec tout le monde, c'est un truc. J'ai oublié aussi, Les gars, ils sont partagés par Pete Rock, par Erykah Badu, par Common. Ok, t'as vu, Sarcelles. Ok, propre. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a eu ce truc qui a été créé aussi avec ce mythe de la basket blanche. Tu vois, il y avait beaucoup de mythes comme ça qui a été aussi envoyés par Ministère Amer, le délire de la basket blanche, le délire de je cours mais je vais pas salir mes baskets blanches, et je me fais courser par les keufs, tu vois, et je dois prendre mon RERD. Cours plus vite que les balles. C'est ce que j'étais en train de chanter dans ma tête. Mais bon, il y a tellement de choses à dire, mais revenons-en, hein, n'est-ce pas, au bouquin, Gangster bohème de Sarcelles. Parlons du bouquin Sankofa.
n'est-ce pas, qui signifie retour aux sources et qui est un peu la traduction de tes émotions fortes, n'est-ce pas? Donc c'était ton deuxième bouquin, un bouquin où tu t'es inspiré de la Bible et des Fleurs du Mal de Baudelaire, rien que ça. Oui. Déjà, j'étais moins dans l'anxiété ou dans la déprime d'un trentenaire, et c'est beaucoup plus joyeux, mais tu vois, en plus à la période un peu Obama aussi, tout ça. Donc, retour aux sources. Qu'est-ce que je peux dire sur pareil, mais c'est le même. À chaque fois, c'est le même schéma. Hein. Toujours des textes, mettre beaucoup d'émotions dedans. Pas compris par tout le monde parce que des fois, c'est écrit de manière un petit peu bizarre, mais ouais, c'était ça. Et j'ai retrouvé ça après les Fleurs du Mal. Je commençais à lire les Fleurs du Mal et j'ai dit waouh, c'est un truc de dingue. Plein de textes comme ça, mais qui ont une corrélation entre elles. Et c'est super inspirant en fait. Tu as dit justement par rapport au nom du titre, pour le décrire, peu importe où l'on va, l'important est de savoir d'où nous venons. Donc ça, tu as écrit ça par rapport au titre justement de ce livre, Sankofa, que j'ai dans la main, n'est-ce pas? Donc voilà, on est des real, n'est-ce pas, sur Street Diamond. Il y a pas mal d'extraits que j'ai un peu stabilotés, que j'ai mis un petit peu de côté, mais je vais pas tout lire parce que voilà, l'émission, c'est pas une émission de lecture, hein, à ce qui paraît. Mais je pense que peut-être c'est intéressant de lire certains petits passages. Donc voilà, il y a des trucs super sympas. Comme ce passage où tu dis jurer de faire allégeance au Verbe durant 1000 vies, s'il le fallait, m'a condamné sans doute à l'immortalité. Aussi demeurais-je tel un aveugle dans un univers de sourds, puisque je n'entends toute la portée de mes mots, paraît-il. Vivre et se comprendre constitue un travail inachevé. En outre, se livrer afin de se délivrer de soi peut sembler une solution au nœud existentiel. Finalement, cette immortalité textuelle est le fruit d'autrui. Ai-je vraiment le droit d'en profiter de mon vivant? C'est moi qui ai écrit ça? Ah là là. Le gars partait loin. Oui, non, mais tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y a des trucs un peu bizarres comme ça. Mais ouais, je devais planer un petit peu, quand même. Hein, je devais être sous rhum et tiramisu. C'est clair. Mais ouais, c'est en fait, en vrai, tous les livres que je vois maintenant, hein, avec la vieillesse, tous les livres que j'ai écrits m'amènent à parler au podcast. Et tu cherches juste à comprendre pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais comme ça, pourquoi je suis grand, pourquoi je suis ceci, pourquoi je suis noir, pourquoi je suis... Tu vois, et bah en fait, en vrai, moi ce que je conseille à tout le monde, c'est parler à vos parents. Demandez-leur comment ils ont fait pour arriver, pourquoi vous êtes dans cette ville-là, d'où vous venez. Et ça là, ça te fait comprendre vraiment qui tu es et pourquoi tu es là. Et c'est très très important en vrai. Donc vraiment, moi je l'ai fait carrément il y a quoi, peut-être 5-6 ans. Hein. Téléphone, dictaphone, j'ai posé ça. J'ai dit bon maman, pour me raconter un peu comment t'es venu ici, tout ça. Et t'apprends des trucs que les parents te disent pas forcément. Mais là quand ils se sentent forcés de te raconter, bah ils te racontent des détails de fou. Mon daron pareil. Après il faut écouter l'épisode 1, mais c'est vraiment, tu sais, c'est condensé, mais il y a des trucs de malade. Et même quand tu racontes dans l'épisode 1 par rapport au diplôme de ton père, qui n'était pas reconnu au début et qui a été qui a pu être reconnu après. Ouais, diplôme du russe. Et la mère, elle a dû se bagarrer pour le traduire, tout ça, c'était un truc de fou, alors qu'ils sont super jeunes et tout. Mais elle a réussi à le traduire, à le faire venir ici. Il fallait qu'il bosse, il a bossé et tout. Après, c'est un truc de vraiment un truc de fou. Et c'est un truc aussi qu'il faut placer en contexte parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas. C'est la place du communisme et de l'URSS à l'époque, que ce soit en Afrique, aux Antilles, dans la Caraïbe carrément, parce qu'il y avait des liens avec Cuba, mais il y avait aussi des liens avec la Guadeloupe. Donc c'était pas rare en fait de trouver des personnes qui partaient en URSS, en Russie, pour faire des études. Il y a beaucoup de Guadeloupéens
qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont partis en Russie faire aussi des études pour revenir aussi en Guadeloupe. Donc c'est vraiment le Parti communiste était très très présent par rapport à ce genre d'initiative à l'époque. Clairement. Mon père il est parti, il m'a dit j'étais avec des mecs de Guadeloupe, de Martinique, du Sénégal, des mecs du Maghreb. Donc il avait 17 ans, mais il a grandi avec un panel de toute la population noire et maghrébine même là-bas. Donc un Guadeloupéen qui parle russe, créole, ça fait un peu bizarre, ou un maghrébin ou un sénégalais. Et ils sont ressortis, la plupart c'était ça, c'était partir avec le gouvernement en place, prendre la bourse, partir étudier et revenir au pays. C'est ça. Donc ça c'est des... Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que les histoires aussi tu les places en contexte. Et justement, en ton texte que j'ai dans la main là tout de suite, je ferai un autre petit extrait parce que, tu vois, c'est Sankofa, c'est quand même un livre qui est assez profond. Il dit des vraies choses, hein, Kevin. Et il dit douter de soi est une noble capacité, c'est savoir éveiller ses sens dans l'infini de la Voie lactée, car la certitude n'amène que la chute. Le gars sort. Oui, c'est toi qui as écrit ça. Oui. Et alors, il y a un truc qui est intéressant, et là aussi, et là, ça caractérise ce que tu disais aussi sur tes livres, parce qu'en fait, compte, l'écriture nous mène dans des espaces où des fois on n'oserait pas aller. Franchement. Et en fait, on se met à nu plus facilement surtout qu'on a une plume agile et qu'on s'est libéré de certains carcans de la société. Des hommes, des femmes, de plein de choses. Plus on se libère, en fait, plus notre écriture prend une densité. Et tu parlais de ça, tout simplement, où tu disais « L'aurore me sent, elle me caresse. Elle caresse mes songes les plus enfouis chaque matin où que je sois. Par conséquent, saurais-je discourir de ce que je sais ou crois savoir, ou encore de ce que mon intellect me dicte. Mais tout se confond indéfiniment. Extatique au-dessus de ma propre épaule afin d'y voir ce que je crée. Chaque lettre posée sur le papier engendre mon silence. Serait-ce l'écrit, mon miroir ? Pourtant, à peine ma plume dévêtue, je n'en reconnais point l'auteur et je ne me reconnais aucunement comme étant l'auteur. Peu importe le nombre incalculable de fois où je relirai ces écrits, ces mots semblent me décontenancer et me montrer une autre personne. Vrai. Là, tu vois, je t'écoute, je t'entends. J'ai pas l'impression que c'est moi qui ai écrit ça. Et j'ai beau le relire à chaque fois, je me dis à quel moment j'ai écrit, dans quel état j'étais. Et c'est encore pire quand je l'entends de quelqu'un d'autre. Et je me dis, ouais, non, il faut... En fait, je pense, hein, après c'est peut-être un peu naïf, tout le monde écrit. Et je dis bien, tout le monde écrit. Sauf que personne veut forcément montrer ce qu'on fait parce qu'on a honte de dire j'ai écrit ça, ça fait un peu gnangnan ou... Non, en fait, c'est juste... c'est comme quand tu prends une photo. En fait, tu vois, tu prends une photo d'un instant et tu dis ah putain, j'ai une tête bizarre. Bah, c'est juste l'instant en fait. Et l'écrit, je pense que c'est ça. Et puis, l'écriture aussi, elle a ce côté thérapeutique. Mine de rien, parce que le fait d'écrire, de projeter certaines choses qu'on a en soi, comme on l'a dit auparavant, des fois c'est des choses dont on n'ose même pas penser ou parler, tu vois, même des pensées qu'on n'ose même pas avoir, on va les coucher sur papier, tu vois. Donc des fois c'est la première thérapie, l'écriture, et on l'entend souvent aussi de la part bien sûr d'auteurs, mais d'auteurs que ce soit par rapport à la musique ou autre. Donc ça aussi je trouve important. Il y a une autre, j'ai pas balancé toutes les punchlines du livre bien sûr, hein. Il y a Mokitani, l'héritage, il y a plein de choses à dire. Je m'éloigne chaque seconde un peu plus de mon moi afin de me rapprocher de ma vérité. Cette distance pourrait sans doute me fournir assez d'objectivité pour entrouvrir cette porte. Alors suis-je assez robuste pour accepter ce qui en suivra? Et c'est ce dont on parle, en fait. C'est exactement ça. Bienvenue sur Street Diamond, Kevin. Bienvenue sur Street Diamond. Se livrer pour se délivrer. Voilà. Se livrer pour se délivrer. C'est ça.
Ah, c'est lourd. J'aime ça. Je te rappelle que t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et on est avec Kevin Chaco et on balance des punchlines, n'est-ce pas? Donc des punchlines lyricales que je n'ai que lues, hein, n'est-ce pas? Mais c'est déjà ça. Donc, après Sankofa, tu as écrit le livre Parcours. Donc un ouvrage qui est à la base écrit et travaillé à 4 mains avec ton frangin Balik. Donc à la base, le projet c'était de partir de certaines de ces illustrations et de créer à partir de là des textes et des petites histoires. Et finalement, tu as été un peu plus emporté que ça. Ouais, il faisait ce qui s'apparente ou ce qui s'apparentait à de la calligraphie chinoise ou japonaise, chinoise plutôt. Et donc je lui ai dit ouais, je vais essayer de une calligraphie, un texte. Et finalement en fait j'ai raconté le parcours d'une personne qui se rappelle des détails de sa vie en fait, je crois que de sa naissance jusqu'à la veille de sa mort. C'est ça l'idée. Et donc je trouvais que ça collait bien et on a eu 2 phases dans ce livre, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est un livre qu'on a d'abord créé, fabriqué nous-mêmes, qu'on a vendu dans la rue. Et on l'a vendu très 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 rapidement, donc on s'est dit ouais, pourquoi pas le mettre en ligne. Et puis on l'a mis en ligne en fait. Donc voilà, et toujours pareil, hein, indépendance. C'est important, l'indépendance. Et il y a ce livre, là on est en 2014, toujours parce que je crois que dans son parcours Shinobi sont assez rapprochés. Ouais. Donc je l'ai dit, hein, le livre Shinobi, qui est l'histoire d'un enfant immigré avec sa famille. Et ça va plus loin que ça en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre et de cette inspiration qui t'a fait l'écrire? C'est une espèce de fiction où j'ai transposé la culture jap sur la culture africaine. Et ça me en fait c'est un peu inspiré de Naruto, avec tu sais les villages, à chaque fois chaque village a une force quelconque. Et il y avait en gros pour le pitch ce serait quoi, la tradition veut que un enfant va naître et de cet enfant-là, soit la planète va sombrer dans le mal complètement, ou ça va être l'inverse. Voilà, c'est ça le pitch du et en gros, en résumé, ça se passe d'abord en Afrique et après ça se finit à Paris. Voilà, okay. Et comme c'est très très court, hein, c'est une espèce de nouvelle pas très très longue, mais je pense que je vais après quelques années de réflexion, je crois que je vais peut-être faire un podcast dessus ou un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Eh ben, revenons-en au podcast. Finalement, toi-même, tu te rends compte que tu es peut-être le griot 3.0. Ah. Donc, c'est une nouvelle porte, une nouvelle ouverture à la création. Oui, en fait, j'ai sur le moment, hein, je me suis dit, oui, je suis un griot, je raconte des histoires. Mais tout le monde raconte des histoires. En fait, je pense que j'ouvre une porte parce qu'on parlait du podcast, c'est pas quelque chose de très très répandu en fait, en vrai. Le milieu pro, oui, utilise les radios comme vous ici ou d'autres, mais je me suis rendu compte autour de moi, t'écoutes des podcasts ? Non. C'est quoi d'ailleurs un podcast ? Donc, tu vois, là. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas ? Et ça fait, voilà, comme je dis dans le teaser, hein, ça fait 20 ans à peu près qu'on me dit, oui, t'as une voix particulière, faut faire un truc avec et tout. Moi, j'aime pas particulièrement ma voix, tu vois, mais à force de l'entendre, voilà, et j'ai fait un stage à RFI à l'époque, en 2002, et je faisais des montages sur de la bande analogique. Waouh. Bon, tu vois. Oh, le borbier. Donc, j'ai appris à monter, tout ça, etc. Et à l'époque, Amoubé BVG, je sais pas si vous connaissez, mais ceux qui avaient créé le magazine Afrobiz, ils ont créé une chaîne aujourd'hui. Et il m'a dit, non, petit frère, t'as une voix. Faut continuer là-dedans. Et j'ai continué à faire du montage, mais j'ai commencé. C'est quoi la chaîne ? C'est Ubiz News ? Non, c'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est Ubiz News, ouais. Okay. Et Simi, coucou mon pote. Et ouais. Et je me dis, putain, j'ai perdu du temps quand même, où il fallait tout ce temps-là pour que j'apprenne à faire du montage maintenant numérique. Et donc j'ai fait du montage numérique sur mon propre téléphone. C'est là qu'est venu le podcast. Ok. Donc je pense que c'est super intéressant. C'est vrai que les podcasts, en fait, la liberté qu'il y a là-dedans,
elle est énorme. Et en fait, on peut parler de tout. Et c'est ça qui est super. Tu peux créer des podcasts par rapport à des thématiques ou par rapport à toi, et toi tu parles de ce que tu veux. En gros, le podcast, la limite, c'est l'imaginaire en fait. Oui. Tu veux mettre des sons, pas des sons, tu veux tout ce que tu veux faire. Bref, la limite, encore une fois, c'est toi. Et justement, pour réaliser ces podcasts, donc tu as accompagné, j'ai vu que t'as mis des moyens, hein, n'est-ce pas? T'as pas fait ça à la One Again, t'as voulu sortir ça quand même propre. Oui. Et donc du coup, voilà, t'as bossé, bien sûr, encore une fois, avec le binôme Balik. Toujours OP. Toujours là. Il s'occupe du visuel, donc la couverture, où on a fait 500 000 photos et il continue à les traiter, là, à mettre sa patte dessus, avec des espèces de tatouages tribal, voilà. Et un autre frangin aussi, au niveau de la musique originale. Ouais, qui fait de la musique depuis 20 ans. Donc j'allais celui des années 90 pour écouter des vitres. Depuis. Tu vois, je l'ai tiré de son bourbier, j'ai dit, hé, frangin, viens, fais du son. Et donc après, maintenant, il réalise carrément avec moi. Parce qu'on fait tout. On a tout monté sur... moi, j'utilise mon Huawei, là, mon P20, et lui, son iPhone. Et il fait la musique sur son iPhone. Et moi, je fais le montage sur mon téléphone. Après, hop, on arrive et puis on fait la mayonnaise et puis voilà, ça part. Parce que même là, je regardais le premier qui est sorti. Au niveau de la prod, je vois Pierre-Louis Thier. Qui est Pierre-Louis Thier? C'est un pote. Ok. C'est un pote de... Ça fait quoi, peut-être une vingtaine d'années qu'on se connaît, je crois. Et c'est une pièce rapportée, on va dire. Okay. C'est un mec que j'ai connu au lycée, avec qui je suis toujours en contact. Et c'est la famille maintenant. Donc, et les prises de voix, tu fais surtout sur ton P20, et après, tu voulais reprendre au studio que sur le P20? Non. En fait, en gros, moi, j'ai mon petit matos chez moi. En fait, tout ce qui est maquettage, je fais ça chez moi. J'envoie ça au frangin. Il fait la sauce, il fait sa bouillabaisse. Et après, je vais en studio après. D'accord. J'ai un studio où je fais des prises de voix uniquement. Donc c'est vraiment les histoires comme ça, à l'oral. Et après, avec les maquettes, on va dans un autre studio. Et là, on monte. Et on gonfle le son, et puis on lui donne du gain, etc. C'est vrai que le résultat, on était surpris du résultat, c'est terrible. Quand vous écouterez toute la saison d'un coup, vous allez voir que... C'est vraiment... Pourtant, c'est un truc indépendant, mais j'ai écouté, j'ai comparé un peu avec d'autres trucs. Je me suis dit, wow, quand même, on est là. On est là. Non, mais moi, je pense que c'est... il faut être fier de ce podcast. Le premier épisode est vraiment prometteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un podcast vivant. Donc, tu sens la touche de Jolo, hein, n'est-ce pas? On va l'appeler comme ça. Hein. Moi, je le connais avec un autre prénom, t'as vu? Ouais. Il m'a dit, ouais, tu m'appelles Jolo, hein, tu dis pas d'autre nom. Je dis, ouais, frangin, t'inquiète. J'essaie de pas balancer son nom, n'est-ce pas? Donc, voilà, tu vois. Et le truc, tu sens vraiment la patte, quoi. Tu sens vraiment que... Déjà que tout le monde est au service de l'œuvre. Ça aussi, c'est important parce que des fois, tu vas faire des trucs et tout le monde n'est pas au service de l'œuvre. Les gens essaient de tirer une couverture haute. Là, tout le monde est au service de l'œuvre. Donc, du coup, tu sens que voilà, tout le monde y met du sien. Il y a des bruitages, il y a de la musique qui accompagne ces textes et qui emmène dans la bonne direction. Et effectivement, c'est ce travail qui rend en fait le podcast très attrayant et c'est aussi cette force que d'autres podcasts n'ont pas finalement, parce que tout le monde n'a pas des musiciens qui vont faire une bande originale et tout ça. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que c'est des histoires. Et les histoires, en fait, c'est accessible. Et ce qui est bien, c'est que toi, en tant qu'auteur, tu as écrit plusieurs livres, tu as une vision des choses, de la narration. En fait, écouter les 5 minutes de ton podcast, c'est jouissif parce que finalement, tu nous emmènes où tu veux. Et je pense que c'est là aussi où ça va être intéressant parce que tu pars du Congo, t'arrives, t'es passé par, je crois, la Russie, par Lyon. En 5 minutes, on a voyagé. Pour arriver ensuite à Paris. C'est ça. Et ensuite,
une hésitation entre rester à Paris et venir dans ces nouveaux grands ensembles, parce qu'avant les grands ensembles c'était vachement bien vu. Allez, venez à Sarcelles, c'est super bien. Regardez Villiers-le-Bel, c'est le nec plus ultra. Et ton père, il avait la puce à l'oreille. Hein. Moi je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois que Paris c'est quand même bien. On a quand même des studios. Bon, mais bon, quand même. C'est ça. Et la mater, elle était là, la daronne. Non, mais t'as vu, on a vraiment besoin d'espace, c'est bien. En plus, t'as vu, il y a des champs, il y a des trucs. C'est ça. Et après, Sarcelles a évolué encore, et les grands ensembles ont donné ce qu'ils ont donné. Aujourd'hui, ouais. Un melting pot et aussi surtout une ville dortoir finalement, où c'est vrai qu'on se rend compte que quand t'as vécu qu'à Sarcelles, tu te rends pas compte que les gens sortent vraiment à Paris pour flâner dans les rues de Paris, quoi. C'est-à-dire, ils sortent, ils flânent, ils passent de quartier en quartier, tac, ils vont boire un café là, ils vont dans tel resto. Et en fait, quand t'es à Sarcelles, il n'y a pas 1 milliard de restos à tous les endroits. Il y a un centre commercial, il y a une rue où il y a quelques restos, des trucs. Et voilà, quoi, tu vois, il y a des points stratégiques, mais tu te balades pas non plus comme ça, comme quand t'es à Paris, quoi. Donc, c'est vrai que mais ça, on pouvait pas le savoir à l'avance, finalement. Ouais. Et il y a tellement... Moi, je connais la vie de ta famille. Ta mère aussi est une créatrice. Donc, elle a créé des choses. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est de tes parents que vous avez hérité de ce lien pour la création ? D'après ce qu'elle m'a dit, oui, apparemment. Mon arrière-grand-mère et ma grand-mère maternelle étaient des créatrices. Des artisans à tout faire, tout ça. Donc elle est venue elle-même, elle faisait déjà de la couture et je sais pas d'où elle m'a dit qu'elle tenait ça en tout cas de sa mère et de sa mère tenait ça de sa mère. Apparemment ça remonte assez loin, donc d'où le fait que une partie des miens là, voilà, on a 2-3 atouts dans la poche et après tu nous connais, hein, on est une famille assez réservée et tout ça, mais à un moment donné il faut quand même faut lâcher les chevaux. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est marrant parce que vous êtes à la fois réservé et à la fois vous êtes des créateurs et vous vous mettez face au public. Et finalement, ton frère a fait je ne sais combien d'expositions, que ce soit en commun avec des personnes ou tout seul. Toi, tu as sorti un certain nombre de livres. Ta mère a fait des créations de ouf. Les gens se déplaçaient de partout pour les créations de ta mère. Elle avait son shop à l'avenue du 8 mai à Sarcelles. Une autre chose aussi que je pourrais rajouter, j'avais une discussion comme ça avec des gens, j'étais en Guadeloupe. Et à un moment, la personne était là, ouais, mais le wax et ceci et cela, c'est récent maintenant, c'est telle personne de Guadeloupe qui l'a mis en avant et tout. J'ai dit, what the fuck? J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? La mère de mon pote, mon frère depuis les années 80-90, elle balance du wax de façon moderne. C'est vrai. C'est vrai que le wax, ça explose maintenant, mais j'ai vu mon frère, Balik, justement, mettre un espèce de haut à capuche, je sais pas d'où il a sorti ça, mais en fait qui date de 95, et il l'a mis là, on lui a fait, oh c'est beau nana, ça vient d'où, le magasin Château Rouge, nana. Non, c'est ma mère. Ouais, le truc à 20 piges, tu vois, donc ouais, elle est toujours un peu en avance, mais bon après c'est le prix à payer, hein. Quand t'es trop en avance, voilà, c'est ça aussi, tu sais ce qui t'attend après. C'est ça, et ça aussi c'est important à dire aussi pour les personnes qui nous écoutent. Quand t'es trop speed, quand t'es trop en avance, il y a un truc, il y a une personne à qui ça arrivait d'être trop en avance et ça va vous surprendre. C'est un rappeur qui s'appelle DMX. En vérité, il avait déjà sorti un premier album. Il y avait des sons de Swizz Beatz dessus, il y avait d'autres sons aussi. Et en fait, c'était un flop, mais phénoménal. Un flop, mais pire que flop, tu vois, un flop-flap. Et voilà qu'ensuite le gars il sort le premier album que tout le monde connaît de DMX, où il y a peut-être 60 ou 70% des sons de son premier album qui a floppé. Et là mon gars, ça devient un succès de ouf. Et le gars il sort 2 albums la même année. Il gagne tout. Tu vois ce que je veux dire. Donc quand t'es trop en avance, on le paye aussi très souvent. Et il y a aussi une autre chose, c'est que ceux qui découvrent les choses, des fois, ne sont pas ceux qui vont profiter de cette découverte. C'est-à-dire que des fois, tu as d'autres gens qui vont s'appuyer sur ces créations, nommer ou pas. Souvent, ils ne nomment pas, tu vois. Et en fait, en plus, en sachant que dans certains milieux, c'est hardcore, quoi. Autant dans le son, ça copie, bien sûr, grave même. Mais dans le milieu de la couture,
des vêtements, du prêt-à-porter, c'est un milieu sauvage. Là, c'est pas de la... On te copie ton truc au centimètre près. On change juste l'étiquette, c'est violent. Donc, protégez-vous, protégez vos œuvres, mais surtout, voilà, pensez, bien sûr... Et d'ailleurs, j'invite même les personnes, parce que je rencontre des créateurs forcément tout le temps. Et il y a ce truc aussi, lorsqu'on crée, c'est savoir se vendre. Et c'est pas donné à tout le monde. Hein, c'est ça. Et si tu es dans le turfu, il faut que tu vendes le turfu pour que les gens puissent comprendre où tu vas aller. Mais si tu es dans le turfu et tu vends le présent, en fait, ça marche pas, en fait. Et c'est là que ça va passer devant toi. Et vous, en fait, par exemple, toi, Kevin, qui a sorti 4 bouquins, finalement, est-ce que toi, te vendre, c'est pas ta spécialité? Non, loin de là, en fait. Loin de là. C'est même pas du tout mon truc. Moi, je suis un gras de papier, j'aime bien écrire, j'aime bien en parler, mais réellement, vendre un projet, c'est pas mon truc. Maintenant, avec un peu de bagou, oui, je peux dire que les chroniques, oui, je suis à fond dedans et tout, et je peux bien en parler. Et d'ailleurs, un petit big up, parce que sans cette personne-là, j'aurais pas fait de podcast. Elle s'appelle Anna Corso. Donc, c'est elle qui m'a mis un coup d'épaule, même un coup de tête d'ailleurs, pour dire « Allez mon gars, voilà la formule pour les chroniques. Tu vas parler, tu vas raconter les histoires parce que tu racontes bien les histoires. Ouais, non, vas-y, raconte et tout. » Donc je lui ai fait un live comme ça, elle m'a dit « Ouais, non, c'est ça. » Donc on a fait les chroniques. Un big up à elle. Lourd. Souvent comme ça, il y a des personnes, il faut big up les personnes qui nous ont poussé. Dis-moi, les chroniques, du coup, c'est des histoires vraies, c'est de la fiction mélangée à de la réalité, comment tu te situes au niveau des chroniques? Moi, j'appelle ça de l'autofiction. Donc un mélange d'autobiographie et de fiction, mais c'est réel. Hein. C'est réel à 99,9%. Okay. Donc c'est ça qui est parfois un peu effrayant parce que non, c'est pas possible ce que tu racontes. Mais si, c'est possible. Mais oui, c'est réel et ça peut être peut-être même rébarbatif, mais c'est juste pour dire que tout le monde a ses propres chroniques. Et donc moi j'invite les gens en tout cas à soit à l'écrire, soit à faire des podcasts, parce que vraiment le podcast c'est un Eldorado et comme vous disiez tout à l'heure, tout le monde peut en faire. Mais c'est ça les chroniques du groupe, c'est l'infini. J'ai des histoires tous les jours. En venant, j'ai une histoire. Dans les coulisses, tous les 3 on a eu une histoire. Donc voilà, les chroniques c'est ça, en fait c'est la vie. Et comme la vie jusqu'à mon dernier souffle, je pense que c'est un truc infini quoi, c'est ça qui est super intéressant. Après c'est l'angle qui va changer et la manière de le dire, l'habillage etc, mais après ça c'est chacun voit midi à sa porte hein. Non mais en plus il y a un truc, c'est quoi? C'est que le podcast se développe en France. Faut savoir qu'il y a des personnes qui sont très habituées au podcast. Par exemple, quand tu as un iPhone, tu as juste à aller dans l'application podcast, elle est déjà préinstallée dans l'iPhone. On l'a dit sur Google, déjà il y a l'application podcast maintenant sur Google, mais comme on l'a dit sur ordinateur, tu tapes podcast sur ton Google, sur ton navigateur Chrome, et direct tu as les podcasts qui sont là, qui t'attendent. En gros, les podcasts, il y a qu'à, tu tapes les trucs et c'est directement là. C'est zéro contrainte en fait, on l'écoute quand on veut, on n'est pas tributaire, on ne doit pas attendre que ça sorte, on n'attend pas une heure précise, il y a toujours moyen d'écouter quelque chose ou de se taper toute une saison. Non, sincèrement, moi personnellement, je suis une grosse mangeuse de podcasts et moi aussi. Et c'est la vie. Ça fait combien de temps que vous êtes dedans d'ailleurs dans les podcasts? Alors, Street Diamond, tu parles? Non. Donc on écoute? On écoute, oui, perso. Moi, ça fait super longtemps, tu vois. En fait, déjà, ça fait super longtemps que je suis dans les podcasts. Pourquoi? Déjà, par rapport à l'émission. Oui. Et je regardais aussi les moyens. Et puis, comme j'étais déjà, avant même de mettre l'émission sur les podcasts, j'étais déjà un consommateur. Et donc, du coup, j'écoutais des podcasts vraiment variés. Déjà, il y avait des émissions de radio que je chargeais. Voilà. Et après, des podcasts qui ne sont pas du tout en radio. Et donc, du coup, après, je me suis intéressé un peu plus à ce marché, à ce qu'il y avait à l'intérieur de ça. Et il faut savoir que c'est très diversifié. Tu as des podcasts féministes, tu as des podcasts de rockers, tu as des podcasts de tout. Tu as des podcasts sur la spiritualité, etc. Il faut savoir que c'est vachement développé aux États-Unis, qu'il y a des gens qui gagnent vraiment de l'argent, beaucoup d'argent aux États-Unis avec les podcasts, que ensuite tu as des annonceurs que tu peux rajouter à tes podcasts.
En France, il y a un mec qui s'appelle Patrick Pierre Béja, si je ne n'écorche pas son nom, qui est le premier podcasteur entièrement rémunéré via les personnes qui l'écoutent tout simplement. Donc le gars, je sais qu'à un moment donné, lui, il avait des paliers, donc quand il allait toucher au-dessus de 2000 balles ou je sais plus quoi, il allait rémunérer les gens qui sont à l'antenne avec lui. Il a dépassé ses paliers. Là, il est à la recherche d'un assistant aussi. Wow. Il habite à Paris, maintenant il est en Suède. Il avait une communauté avant, parce que c'est ça aussi, il faut se dire les choses. C'est que quand tu lances ton podcast ou avant de lancer ton podcast, en tout cas, il faut que tu crées une communauté. Comment créer une communauté? Il faut que tu la crées en dehors de ton podcast pour fédérer justement ton podcast. Donc c'est là qu'interviennent les réseaux sociaux ou aller à la rencontre des gens par divers biais, etc. Et c'est là que tu construis une communauté. Et même sur Facebook, en ayant des groupes ou pas, où les gens peuvent ajouter ou pas, ou participer ou pas. Ouais. Et par exemple, lui, il avait un truc, comme lui, c'est sur la high-tech, ça s'appelle le Rendez-vous Tech, c'est l'un des podcasts les plus écoutés en France. Il a même été invité au ministère de je ne sais plus quoi, des technos, je sais plus quoi à l'époque. Et par exemple, si tu donnes un certain montant, tu peux participer à une émission, avec des autres invités prestigieux. Ouais. T'as des gens qui sont journalistes à l'Express, t'as des gens qui sont tu vois, t'as un mec qui est à la Silicon Valley, qui a des actions chez comment on appelle ça, chez Uber ou d'autres choses, tu vois. Et ce gars-là, en fait, il a plusieurs podcasts. Il a un podcast qui est fait en anglais. Avec des gens par-delà le monde. Il y a des Indiens, t'as des Africains, enfin des gens du continent, je dirais ça comme ça, et des Américains. Mais en gros, en tout cas, ce gars-là, il a aussi un podcast sur les jeux vidéo, enfin bref. En tout cas, ce gars-là, il vit de ça. Et aujourd'hui, il a rajouté aussi de la publicité. Donc du coup, il fait très attention aux annonceurs. Il a bien annoncé ça à sa communauté, pas qu'elle le prenne mal aussi. C'est ça. Parce que ça, c'était important. Parce que pour lui, vraiment, si tu veux te développer bien comme il faut, tu ne veux pas te contenter d'un salaire qui est finalement bas, parce que si t'enlèves par rapport aux dons, si t'enlèves tout ce qui correspond aux impôts, si on te donne 2000 euros, mon gars, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire, t'enlèves pratiquement la moitié ou 30%, c'est tendu. Donc du coup, il a vraiment développé le truc. Et je trouve qu'il arrive à une bonne formule. Mais là, c'est encore une fois, lui, comme il est dans le milieu de la high-tech, ça fait que les gens de la high-tech, ils ont l'habitude de bidouiller et trouver des podcasts, en France en tout cas. Mais c'est un marché qui est en train de se développer. Il y a vraiment quelque chose depuis plusieurs années déjà. Et il faut profiter de cet essor. Donc moi, je pense qu'il y a toute la place pour un podcast comme le tien. Ouais, j'espère, ouais. Qu'il faut pousser. Et cette narration, ce que tu racontes, il faut vraiment le vendre. Et il faut créer une communauté, en fait. Et la communauté que tu avais, qui t'a suivi par rapport à tes livres, qui te connaît un peu par rapport à tes livres, ou d'autres choses, il faut les inviter vraiment à te suivre par rapport à ça. Et il faut être vachement identifiable. Ça veut dire que, comme quand tu avais créé ton site internet, là je suis en train de tout lui faire, tu vois, comme quand tu avais créé ton site internet à l'époque, où ton frère a toujours, Balik a toujours son site, en gros, il faut être vachement identifiable. C'est pour ça que là, ton podcast s'appelle Les Chroniques du Gouffre. Si on tape Kevin Chaco, on va pas forcément trouver le podcast. Par contre, si on tape Les Chroniques du Gouffre, peut-être qu'on va trouver plus facilement le podcast. Mais est-ce que c'est voulu, justement? Oui. Ok. Ouais, faut que... en gros, pourquoi plus Les Chroniques du Gouffre mis en avant? Parce que Les Chroniques du Gouffre viennent de l'écrit. J'ai créé ça en 2015, je crois, oui, fin 2015. Je me suis dit, oui, qu'est-ce que je peux faire? J'avais rien à faire, donc en 10 minutes, je me suis dit, oui, je vais écrire des histoires courtes sur ma vie de mes potes, tout ça. Et c'est parti comme ça, donc on est parti à 5-6 lecteurs en janvier 2015, je crois. Et au bout de 11 ou 12 mois, je crois, au bout d'un an, on s'est retrouvé à 40 000 lecteurs. Et donc, moi, j'ai pété un peu les plombs, d'ailleurs, même. J'étais surpris parce que pareil, comme d'hab, gratuit. Moi, je donnais ça au peuple, et puis j'avais des lecteurs de partout, francophones et tout, donc c'était super impressionnant. Je me suis dit, mon défi, c'était d'écrire une histoire par jour pendant un an. Donc, j'ai réussi à le faire. Et en fait, de là, ça, c'est on va dire les prémices du podcast. Donc, c'est ça dont je me sers pour les histoires. Les histoires sont déjà écrites, en vrai. Je ne fais que les raconter différemment, mais ce sont les mêmes histoires. Et donc, il y avait une petite communauté, et je vois qu'en fait, cette communauté-là réapparaît avec les chroniques. Et j'ai des gens que je connais pas qui me suivent, et qui m'ont dit, oui, mais je dis, mais t'es qui, toi? Et ouais, non, mais moi, je te suis depuis 2015, hein. Ah bon?
Oui, j'ai adoré tes écrits. Je fais, c'est un truc de fou quand même. Et ça, comme tu dis, c'est les réseaux. Et donc, je vois que cette espèce de petite communauté se recrée à partir des chroniques du gouffre. Et donc, oui, c'est pour ça que j'ai mis vraiment en avant les chroniques et pas Kevin Chaco. Et puis, il y a tout ce qui est visuel. T'as accompagné de visuels super sympas le podcast. Moi, je pense vraiment il faut continuer à tabler sur les réseaux, mais ton podcast vaut vraiment le coup. C'est un podcast plus HD, tout ce que tu veux. Il faut vraiment le coup et voilà, si vous voulez passer un bon moment, en plus c'est pas long et ça aussi c'est super cool. Je pense que même quand ce sera si ça devient plus long, si tu après pars sur d'autres podcasts avec des formules plus longues, ben ce sera toujours aussi attrayant parce que comme je l'ai dit encore, il y a tout cet univers sonore qui accompagne ce que tu dis. Donc voilà, et encore une fois, l'imagination est la limite. Donc voilà, de la part d'un auteur de romans, enfin de poèmes et tout ce que tu veux, un gars qui écrit des histoires tous les jours pendant 1 an, je pense que ça va être sympa. Ouais, non, le format va pas changer. Hein. Pour les chroniques, en tout cas, même si on me dit non, mais franchement, t'as abusé. J'ai eu plein de messages. J'étais un peu débordé d'ailleurs. Ça m'a surpris en fait parce que je me suis dit bon, comme au départ, on va être peut-être une quinzaine, trentaine, tranquillement. Hein. Et puis non, on s'est retrouvé à je sais pas combien le premier jour, peut-être 600 ou 700. J'ai dit waouh, c'est chaud. Et j'ai des centaines de messages. Et oui, je me dis waouh. C'est un peu tendu et je pouvais pas répondre à tout le monde en même temps, donc je dis bon, balancez vos messages sur les pages que je puisse répondre parce que là je suis un peu débordé. Mais le format, on m'a dit que ouais, c'est trop court. Moi je veux et c'est qu'une fois par semaine. J'ai dit bah ouais. Et les amis, je suis indépendant, hein. Donc je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux et ce que je peux. Ouais, tu vois, surtout ça. Ouais. Ce que je veux et ce que je peux. Et une fois par semaine, c'est bien. Et le format court, c'est bien parce que tu as envie d'écouter la suite. Bien sûr. C'est pour ça, donc ça restera toujours ce format-là, 3 minutes, 4, 5 minutes, pas plus de 5 minutes 30. Et c'est ça, parce que t'as toujours le petit truc à la fin qui dit qu'est-ce qui va se passer après. Tu vois, donc cette sensation-là aussi, elle est importante. Donc un gros big up à toi pour ce travail. Merci. On a hâte d'entendre la suite. On est déjà... Connecté. On est déjà connecté tout oui pour la suite, tu vois. Tu nous as mis l'eau à la bouche avec ce premier épisode. En plus, moi, on m'a fait un teasing. On m'a dit que les prochains seront aussi drôles. Donc, nous, on est obligé d'attendre jeudi prochain. Mais c'est vrai que l'épisode 1 est spécial. Parce que c'est la base, c'est le début de tout. Mais après, comme tu l'as décrit dans les débuts, là, c'est vraiment, il y a des trucs complètement absurdes. Mais c'est tellement drôle. Les connexions sont tellement inattendues. Michael Sans, c'est des trucs comme ça. C'est vraiment, tu te dis, c'est pas possible, mais le monde est trop vaste pour qu'on puisse. On est tous connectés. Moi, le seul message que je peux vous dire, c'est qu'on est tous connectés. Et quand vous allez écouter les histoires, aussi courtes soient-elles, vous serez extrêmement surpris du paysage et peut-être vous allez vous reconnaître dans les histoires. Ah. Teasing. Vous allez revenir dans l'histoire. Toi qui es à ma gauche, en particulier. Mais ouais, je pense qu'on est tous connectés, d'une manière ou d'une autre. Tu parlais aussi d'énergie dans tes bouquins. J'ai vu paraître ça plusieurs fois. Et je pense qu'effectivement, on est tous liés par les énergies. D'ailleurs, quand une énergie change, une personne qui disparaît ou autre, on est tout de suite touché, il se passe des choses. Donc forcément, on est tous connectés, allez-y. Hein. On a dit, c'est quoi l'adresse? Attends que je reprenne mes fiches qui sont devant moi, n'est-ce pas? Nous aussi, je suis connecté, vous inquiétez pas. Donc on va tout simplement sur Acast, donc A-C-A-S-T, et vous pouvez bien sûr... écoutez le premier épisode et les teasers. Il y a aussi moyen, comme je vous l'ai dit, de vous abonner. Et c'est ça aussi qui est l'avantage du podcast. C'est qu'on s'abonne. Et donc, du coup, après, t'as rien à faire. Le podcast, il se télécharge tout seul. C'est ça. Et ça, c'est archi lourd. Donc, abonnez-vous. Ça s'appelle Les Chroniques du Gouffre. C'est fait par Kevin Chaco et une tripotée de personnes, dont 2 de ses frères. Donc, allez-y. J'ai une dernière question, à moins que ce soit après délivré dans les podcasts, mais pourquoi Les Chroniques du Gouffre? Pourquoi ce titre? Parce que je me suis servi du gouffre comme une espèce de trou sans fond. Et c'est de là d'où j'ai extirpé les histoires. Donc des petites anecdotes, des petites histoires comme ça, ou l'histoire de ma vie tout simplement. D'où le titre. Okay. Voilà.
Mais voilà, pour ceux qui se disent mais c'est qui ce mec, bah, écoute, tu veux savoir qui je suis, écoute les chroniques. Voilà, c'est ça. Boum. Tout simplement. Encore mieux que du son, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc merci encore Kevin Chaco Merci d'être à venu Merci. par chez nous. N'hésitez pas à taper Kevin Chaco, vous allez trouver aussi pas mal de choses qui vont venir sur lui. Forcément, les chroniques du gouffre, faut taper ça. On va aussi vous envoyer sur le site Mokitani, hein. Donc voilà, pour envoyer un petit big up au frangin, vous tapez mokitaniparis.com et vous pouvez voir aussi les œuvres de celui qui émerveille les yeux de tout le monde à chaque travail de Kevin Chaco. Donc voilà, son frère Balik qui fait des choses sublimes. D'ailleurs, il a tellement eu de concepts, donc il a sa marque Mokitani, marque de vêtements. J'ai pas mis le t-shirt parce que j'ai froid. Mais donc je rends honneur à un autre pote, voilà, une dédicace à Iwo dont je porte le sweat et le sweat, t'as raison en plus. Et justement Balik qui griffonne des villes en friche explosive, un genre de désintégration, de tectonique, et il crée des œuvres avec ça. C'est-à-dire que structurellement parlant, tu vois des formes et derrière ça, il y a pas il faut pas chercher le message, tel message politique, mais en tout cas, chacun il tire ce qu'il a envie d'en tirer, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est un très gros travail. Il fait aussi un travail, et d'ailleurs, tu as participé à ça avec lui, où il a peint ton visage. Oui. Et il fait ça aussi sur des magazines, sur pas mal de choses. Ouais, il retape il retouche des magazines. Et les covers de magazines justement. Et puis après, comme ça a fonctionné un petit peu, ben il refait ça en live. Et là, il prépare une expo dessus. Donc ce sera des portraits avec... voilà, ça va être ça. On annoncera ça bientôt, mais ouais, ça arrive. Et bon, on a hâte, hein. On a hâte. Et ben, on vous donne rendez-vous sur Acast et écoutez le premier épisode, Le Daron, n'est-ce pas, des chroniques du gouffre, fait par Mr. Kevin Chaco. Merci encore, Kevin. Merci à vous. À la prochaine. Maintenant, t'es tamponné Street Diamond. Validé, bim. Voilà, validé direct, sans chichi, tu vois ce que je veux dire. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Notre prochaine invitée est de la Martinique. On l'a reçue à je sais pas combien d'années déjà, n'est-ce pas? Elle s'appelle Maleika. Elle est entre Belay, soul, hip-hop, jazz. Elle fait tout et c'est surtout un personnage, c'est surtout une voix. Donc restez connectés, elle est là, elle est dans le building. Maleika est dans le building. Donc en attendant, on va s'écouter pas son dernier single, mais le single d'un de ses amis qui est venu dans le building et qui était là il y a 2 semaines, Asna. Et on s'écoute le titre Wi-Fi pour tous les lovers et pour tout... bref, regardez aussi streetdiamond.fr et vous saurez. Allez, bye.